Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de la série Dzogchen au quotidien, troisième épisode intitulé Le Dzogchen et le soulagement des émotions au jour le jour. Je suis Grégoire, votre hôte pour cet épisode, en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche. Bonjour. Et de Damien Braun. Bonjour. Pour vous présenter brièvement, Mila Khyentse, vous êtes donc chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe, et vous êtes détenteur de lignée. C'est tout bon. Parfait. Damien Braun, quant à vous, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur, et vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans des cadres différents. C'est bien moi. Et tu n'enseignes pas le Dzogchen ? Ça dépend. Ah, d'accord. Ça dépend des moments. Mais peut-être que nous sommes ici pour faire comprendre les distinctions entre le Dzogchen, le bouddhisme et d'autres voies traditionnelles. Très certainement. Mettre en avant la spécificité du voie Dzogchen. Précisément, pour continuer l'épisode qui a précédé sur les émotions, on a essayé de comprendre quel était le fonctionnement général des émotions et des émotions perturbatrices selon le Dzogchen. Dans celui-ci, on va essayer d'approfondir et de préciser un peu les choses. Et je vais commencer par vous demander s'il y a une spécificité, une particularité de la vue Dzogchen sur les émotions. Et je vous pose cette question parce qu'habituellement ici, dans le contexte européen ou américain, c'est souvent une approche psychologique qui prévaut lorsque l'on parle des émotions. Donc, est-ce que vous pourriez distinguer celle-ci de l'approche particulière du Dzogchen ? Tout à fait. La grande différence qu'on peut voir entre une approche psychologique et celle du Dzogchen en ce qui concerne les émotions, c'est que le Dzogchen est focalisé sur la nature de ces émotions. Pas finalement sur leurs manifestations, sur leurs conséquences, voire même, on pourrait dire, pas même sur leurs origines. En fin de compte, ce qui importe ici pour la pratiquante, le pratiquant, c'est ce retournement vers la nature de l'émotion. Et voir que cette nature est, il est dit traditionnellement, vide, c'est-à-dire dénuée d'existence inhérente. Et que simplement, cette émotion est une manifestation de cette nature vide. Alors que l'approche psychologique, quant à elle, qu'est-ce qu'elle ferait ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Elle serait peut-être plutôt analytique. C'est-à-dire voir quelle est cette émotion, quelle est son origine, son histoire, qu'est-ce qui explique qu'elle se manifeste, voir aussi comment on peut travailler avec cette émotion, etc. etc. Tandis que là, dans les Dzogchen, il y a ce retournement très direct vers sa nature. Qu'est-ce que c'est fondamentalement ? Ok, donc peut-être ça, on va y revenir petit à petit, parce que c'est pas forcément évident pour la plupart d'entre nous, me semble-t-il, de comprendre qu'est-ce que c'est que la nature d'une émotion. Donc on va aller sur ça doucement. Est-ce que Mila Khyentse, vous voulez ajouter quelque chose à cette distinction entre l'aspect psychologique et la spécificité de la vue Dzogchen sur les émotions ? Ce qu'a soulevé Damien là, c'est, on va dire que c'est le cœur peut-être de l'approche du Dzogchen en termes de réalité. C'est-à-dire que le principe des émotions dans le Dzogchen, c'est quelque chose où on va mettre toujours en avant d'abord un aspect de nature, mais qui n'est pas réel du phénomène. Donc il y a cette perspective, donc effectivement ce qui a été nommé comme nature. Il y a une perspective qui est que sa réelle essence, sa réelle nature, c'est autre chose que ce qui est immédiatement visible ou immédiatement perçu par l'émotion. Donc le Dzogchen, on peut dire, va prendre le problème à rebours, c'est-à-dire voir d'abord la base de ce qu'est une émotion avant d'essayer de la traiter. Parce que traiter une émotion, et c'est ce qu'on veut généralement toutes et tous faire, essayer d'amoindrir les impacts d'une émotion ou de la faire disparaître. On peut généralement pas le faire parce que on ne s'attaque qu'à son aspect de surface, à quelque chose en fait qui flotte, on pourrait dire, en surface, mais on ne s'attaque pas à sa racine. Et donc la vision du Dzogchen va être d'essayer d'abord de vérifier, de voir ce qu'est sa racine avant de pouvoir avoir on pourrait même dire une maîtrise du processus de l'émotion.
Et pour être sûr de bien comprendre, vous pourriez donner un petit exemple donc, de cet aspect de surface, de superficie de l'émotion, juste pour être sûr que ça soit bien compris par tous. Très simplement, par exemple, lorsque on avait pris, je me souviens dans le précédent épisode, un aspect particulier de la colère. Donc cette colère, ce que l'on éprouve par rapport à la colère, ou ce que l'on éprouve de la colère, c'est surtout une sensation. C'est-à-dire, c'est surtout une façon de la percevoir au niveau de notre corps. Voilà. On avait décrit d'ailleurs, ça se serre, on devient très dense, la chaleur, etc. Donc ça, c'est pour nous ce qu'on assimile à l'aspect de colère. Mais est-ce que si on sépare en fait tout ça, est-ce que la chaleur c'est typique de la colère ? Non, non, on peut avoir chaud quand il fait chaud. Colère. Voilà. Est-ce que la densité est spécifique de la colère ? Non plus. On peut très bien se sentir dense quand on est par exemple très confortablement installé quelque part, très présent, très lucide de ce qui se passe. Donc il peut y avoir cette densité là. Donc ça n'est pas parce qu'il va y avoir des caractéristiques propres à quelque chose qu'elles sont justement propres à quelque chose. C'est-à-dire, ces caractéristiques-là, elles peuvent être aussi présentes dans tous les pans de notre existence, sous une forme ou une autre. Mais nous allons les assimiler à quelque chose en fonction, en fait, de l'agencement de certains facteurs particuliers. Et c'est ça que met en avant le Dzogchen. Le Dzogchen va dire, attention, ça, c'est peut-être certaines particularités de la colère, mais ce ne sont pas les prérogatives particulières de la colère. Vous pouvez les expérimenter avec d'autres phénomènes dans d'autres conditions. Et sur le chemin du Dzogchen, donc comme on va le comprendre petit à petit, qui est une pratique sur laquelle on s'entraîne, vous avez donné la fois passée un exercice pour ça. Une des formes de première réalisation de ce que je crois comprendre sur ce chemin du Dzogchen, c'est une forme de calme ou de pacification des émotions qui habituellement nous submerge. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu comment ça se passe, cette pacification, et comment est-ce qu'elle est possible en fait ? Ça, en plus, c'est quelque chose que généralement on recherche tous. Dans les conditions actuelles qui sont de plus en plus, tout le monde le dit, qui sont de plus en plus difficiles, qui sont de plus en plus chaotiques, compliquées, complexes, il y a de moins en moins de place pour ces aspects en fait d'apaisement, ces aspects où on se sent vraiment bien sans forcément d'angoisse, etc. Donc le point qui est vraiment intéressant ici à soulever, c'est que le Dzogchen dit que à la base de tous ces phénomènes mentaux que l'on va appeler des émotions, des sensations, etc., on y reviendra peut-être un peu plus tard, que tous ces phénomènes-là, en fait, ne sont pas la base même de notre existence. Donc, ne constitue pas ce qui fait le fond de ce que l'on est. C'est plutôt un aspect d'apaisement, un aspect de stabilité de l'esprit et un aspect vraiment de... on pourrait dire, alors c'est entre guillemets, mais un aspect de confort de l'esprit et que l'on assimile à quelque chose de plutôt vide, mais ça aussi, très certainement, on y reviendra. Donc c'est ce que disait Damien Brouan tout à l'heure. Tout à fait. L'aspect de vide lié à l'aspect de nature de l'émotion. Ce que l'on appelle la nature, en fait, des phénomènes, qui est cet aspect vide, mais bon, qui nécessite du temps, en fait, et de la patience avant de... Pour le comprendre et réaliser. Avant d'en faire le tour. Mais le point est que la grande perfection met ça en avant, c'est que au-delà de tous les assemblages, au-delà de toute la complexité, en fait, notamment des émotions, donc de ces fameux facteurs mentaux, il y a cet aspect vide qui est en fait la nature fondamentale ou la nature véritable de ce que nous sommes. Donc c'est ça notre véritable nature. Ce qui fait qu'on peut parler de simplicité, puisque finalement, très souvent, on est hypnotisé par la variété de nos différentes émotions, des scénarios, des histoires qu'elles racontent, et on a l'impression de voir entre elles des différences essentielles, mais qui en réalité ne sont pas fondées. Et si on porte le regard sur elles directement, comme nous le propose le Dzogchen, on voit que c'est toujours la même nature, que c'est finalement l'expression du même espace, on pourrait dire, qui se manifeste différemment, mais qui a toujours la même origine. Et ça n'est pas ennuyeux non plus. Pas du tout. C'est pas un espace ennuyeux. Parce ennuyeux. que c'est très vivant. Voilà. Quand on parlait du vide tout à l'heure, c'est aussi un vide clarté ou un vide luminosité ou un vide dynamique qui s'exprime notamment par ses émotions. Le problème tient à ce qu'on ne reconnaît pas leur origine.
Et ceci pour tout type d'émotion, donc celles qu'on juge positives, celles qu'on juge négatives. Absolument. Absolument toutes. Quelles qu'elles soient. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des émotions qui sont plus nuisibles que d'autres, pour nous-mêmes ou pour autrui, tandis qu'il y a d'autres qui vont plus dans le sens du lien, de l'empathie, etc. Le point ici est de voir que, quel que soit le cas, tant qu'on ne reconnaît pas la nature, quelque part, on perd de vue la vue globale, justement, la perspective globale de ce que nous sommes, de ce qui est. Donc on reste pris dans l'aspect superficiel de l'émotion, c'est ça ? Exactement. Ok. Et pour préciser un petit peu et donc poursuivre ce qui a été dit, me semble-t-il, dans l'épisode précédent, est-ce qu'on pourrait un peu aller dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Parce qu'on a l'habitude de considérer que c'est une chose en tant que telle, mais de ce que j'ai compris de vos réponses précédentes, il y avait plusieurs éléments. Donc les sensations, les perceptions, et puis les pensées, les jugements, ce qu'on se raconte à propos de ces émotions, et qui, me semble-t-il, des fois sont regroupés sous la catégorie de facteurs mentaux. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus ? Oui, bien sûr. Effectivement, on a déjà abordé cette question-là où on a dit qu'une émotion ne pouvait pas être une émotion en tant que telle, uniquement in extenso, c'est-à-dire d'elle-même sans autres constituants. Donc les constituants d'une émotion, en fait, sont généralement un aspect discursif, donc l'aspect de la pensée, l'aspect de ce qui va commenter, ce qui va déterminer, et puis un aspect de la sensation, des sensations en fait, telles qu'on les définit dans la tradition, qui sont des aspects agréables de quelque chose, des aspects désagréables de quelque chose, ou simplement un aspect totalement neutre, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intérêt par exemple. Donc cet aspect de sensation, il est très lié automatiquement à l'aspect de pensée, puisque on va déterminer que, par exemple, un objet est bon, c'est-à-dire agréable pour soi, ou mauvais, c'est-à-dire désagréable pour soi. Okay. Et neutre, bon, c'est un objet qui fait partie du décor, par exemple. Donc, comme c'est souvent le cas, en fait. Comme c'est toujours le cas, mais on ne fait plus du tout attention à ce que cet objet soit présent dans l'espace. Et entre ces sensations, les pensées, il y a des choses qui arrivent avant les autres, ou c'est un peu aléatoire, ou comment c'est ? Alors, on dit toujours, dans la tradition aussi, que les aspects non discursifs émergent en premier, c'est-à-dire qu'ils se manifestent en premier. Et donc là, on donne souvent l'exemple de la sensation, qui va être quelque chose de ressenti avant d'être analysé, avant d'être pensé. Et donc très souvent, on dit aussi qu'il y a un principe de contact par rapport à un objet de sensation. Donc l'objet de sensation, ça peut être, je suis en train de regarder un objet, et cet objet me renvoie quelque chose qui est soit agréable, j'aime bien cet objet, ne serait-ce que de manière esthétique, soit désagréable, donc je n'aime pas cet objet. Donc la première des choses, ça va être le contact qui va se produire entre moi qui observe la réalité et la réalité observée, donc la réalité d'un objet. Donc une girafe verte, par exemple. Qu'on trouve très fréquemment dans les rues de Paris, tout à fait, partout. La girafe verte va être, pour moi, par exemple, désagréable. Je ne fais pas le lien immédiat entre le vert et la girafe, donc ça me laisse un arrière-goût qui n'est pas, qui n'est pas très habituel ou très normal. Donc cet aspect désagréable ne provient pas de la girafe verte. Il provient pas de l'objet en tant que tel. Ça n'est pas l'objet qui va me dire je suis désagréable automatiquement. Une girafe verte, si c'est un objet, a du mal à parler habituellement, même dans les rues de Paris. Et donc le fait de réaliser que je vais avoir un axe particulier, donc agréable ou désagréable, c'est une première détermination de j'ai un contact avec l'objet. Et puis, j'ai une sensation agréable ou désagréable par rapport à cet objet. Et ça va être désormais ma première réaction, ma première expérience d'une émotion qui va se développer quand je vais avoir un aspect développé, c'est-à-dire un aspect pensé de cette sensation. Donc, ah oui, cette girafe verte est vraiment moche. Et là, il y a une émotion de dégoût, par exemple, qui émerge. Et donc là, on est arrivé à la fin de tout le processus, du processus de l'émotion. Mais l'émotion n'était pas présente à la base telle qu'elle.
Et c'est là où, dans le Dzogchen, on parle vraiment de cette conjonction, en fait, de différents éléments, des facteurs mentaux. Qu'on appelle les facteurs mentaux. Et souvent, parmi ces facteurs mentaux, on entend aussi le mot de perception. En français, c'est un mot assez courant, et puis c'est souvent rendu indistinct. Enfin, on n'arrive pas bien à distinguer de sensation. Est-ce que, Damien, vous pourriez juste nous préciser ça? Je suppose que c'est un des éléments que Mila Kensei a évoqué précédemment. Tout à fait. Oui, l'élément de perception, ça a à voir avec l'identification, c'est-à-dire qu'on va identifier cet objet comme appartenant à la catégorie girafe, à la couleur verte, etc. Donc c'est le maniement de catégories préexistantes qui nous permettent d'identifier la réalité. Et là aussi, qui amène avec elle l'illusion que ces catégories appartiennent d'emblée à ces objets. Si une petite fourmi qui passe voit la girafe, elle n'aura pas cette catégorie. Elle aura probablement une forme de catégorie préconceptuelle, on pourrait dire ça comme ça, mais ça n'appartient pas de façon inhérente à la girafe verte. Il faut qu'il y ait en soi la catégorie vert, la catégorie girafe pour avoir cette identification. Oui, il y a des caractéristiques en fait. Voilà, c'est des caractéristiques qui dépendent des perceptions. Catégorielles, voilà, qui orientent ce que l'on voit, ce que l'on sent, etc. Donc, si je peux me permettre, donc, si je comprends un peu pour le Dzogchen, il y a quand même une attention qui est portée à comment et qu'est-ce qui est perçu, plus que sur l'objet externe en tant que tel. Non, même importance. C'est-à-dire on va toujours faire attention à ce que l'origine de la réalité dans le Dzogchen, elle est en soi. Elle ne peut pas être dans l'objet. Donc, dans ce sens-là, oui, bien entendu, le regard va se porter toujours vers un aspect d'origine de la réalité qui, pour le Dzogchen, est nous-mêmes. Ok, ça, il faudra certainement, dans d'autres épisodes, explorer ceci. C'est un gros point, me semble-t-il. Tout à fait, ça viendra très certainement par la suite. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'objet ne va pas être pris en compte. Okay. Donc, si on fait ça, c'est un aspect de négation d'un des aspects des facteurs mentaux, puisque l'objet, pour le Dzogchen, c'est aussi un facteur mental de perception. Mais ça, très certainement aussi, on en parlera par la suite. Et donc, pour poursuivre, dans l'épisode précédent, vous aviez donné un petit exercice pour intégrer, après avoir décrit ce que c'était une émotion, comment elle fonctionnait, éventuellement se diriger vers leur pacification, une forme de calme qui peut en découler. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer, Damien, par exemple, comment on intègre ça au quotidien? Comment, par exemple, quand on va au travail, qu'on est dans le métro, dans sa voiture, on peut mettre ça en pratique? Oui, tout à fait. Ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est un exercice de notre lucidité, de notre clarté, de notre capacité à être en phase avec la réalité. Et c'est ça qu'on va poursuivre finalement dans toutes nos activités du quotidien, et en peut-être prêtant attention à cette succession d'instants dans lequel on s'inscrit, parce que ce qu'on a décrit comme des facteurs mentaux, on peut aussi le décrire comme des événements mentaux, c'est-à-dire des choses qui se produisent instant après instant, et rester présent à ce flux temporel qui est aussi le flux de notre esprit, rester présent à nos sensations, à nos perceptions, à tout ce qui se produit dans notre expérience. Par exemple, si on conduit une voiture, voilà, on peut voir comment c'est un certain nombre de sensations tactiles, visuelles, etc. qui se succèdent. Ce qu'on avait mis en avant en fait lors du dernier épisode, c'était vraiment d'essayer d'utiliser le souvenir pour essayer de percevoir l'émotion qui allait avec. Et donc là, par exemple, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait appliquer lorsque on a 5 minutes dans notre quotidien, au bureau, etc. C'est très rapide, hein, il y a juste à se souvenir et c'est immédiatement présent. Ça peut être si vous prenez le métro, ça peut être dans le métro, ça peut être dans le RER, si vous avez aussi ce genre de choses, les trains. Il y a vraiment dans le quotidien un très grand nombre de temps que l'on peut consacrer à ça et que l'on utilise généralement à autre chose. Donc c'est aussi intéressant peut-être d'utiliser ces temps morts dans notre quotidien, ces entre-deux, pour pouvoir approfondir la connaissance que nous avons de nous-mêmes en fait. Hein. C'est vraiment ça le point, c'est nous connaître mieux, simplement. Et pour terminer en quelques minutes, vous auriez une autre petite pratique qui pourrait préciser ou s'ajouter à la précédente? Alors, ce que je peux vous proposer, c'est une extension déjà de la pratique qu'on a déjà faite. C'est-à-dire que le premier point, c'était de prendre un événement et une émotion liée à cet événement particulière. Donc, l'extension, ce serait d'envisager en fait ce travail-là, mais par famille d'émotions.
C'est-à-dire que Famille. voilà, dans le Dzogchen, on va plutôt envisager que les émotions et les aspects mentaux sont classifiés en émotions particulières, enfin en familles particulières. Donc vous avez la famille racine qui est l'ignorance fondamentale, qui peut être aussi un état de confusion, un état de stupidité, un état un peu pas là, un état de rêverie éveillée par exemple. Vous avez l'aspect du désir-attachement, qui est un aspect de vraiment vouloir les choses, de les désirer fortement. Et puis, il y a un aspect de colère-aversion, qui est l'inverse. C'est surtout de ne pas vouloir ou être contre. Donc, vraiment des émotions assez contraires, assez contradictoires. Et donc, on peut travailler de cette manière-là, c'est-à-dire on va travailler avec la famille ignorance, avec la famille désir-attachement et avec la famille colère-aversion. Alors, si je vous suis, on prend des souvenirs de ces trois catégories. Voilà, tout à fait. On va utiliser donc la pratique de base, mais l'orienter sur ces familles particulières. Ce qui, pour nous, en fait, va clarifier le processus des émotions particulières. C'est-à-dire qu'on va pouvoir isoler de manière extrêmement précise ce qui est de l'ordre de la colère, ce qui est de l'ordre du désir, ce qui est de l'ordre de l'ignorance. Il y en a d'autres, ce qui est de l'ordre de l'orgueil, etc. etc. Et ça va véritablement nous aider à avoir des aspects très clairs de ce qui se passe en nous et de nos réactions au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui, de la même manière que l'exercice de base, qui peut se faire en fait n'importe où, dans n'importe quelle condition. Et on peut y rester 5 à 10 minutes par jour sans aucun problème. Ok. Un très grand merci à vous. Merci. On va vous laisser pour le moment. Donc, n'hésitez pas à réécouter le podcast précédent sur les émotions et celui-ci et à appliquer les exercices. Tous les retours et les feedbacks sont bienvenus. Je vous remercie encore, Mila Kensei, d'avoir été parmi nous. Merci de votre invitation. Damien Bron également. Et on vous retrouve pour un prochain épisode. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.